Lancement de la Semaine nationale de la liberté de la presse par les professionnels de médias au Mali. C'est la une de l'actualité sur Chérif la télévision. Suivez-nous pour en savoir davantage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil national de transition, CNT, a procédé à l'adoption des 4 projets de loi dans le cadre de la coopération de la République du Mali et la République serbe de Guinée-Conakry. En effet, les deux pays ont jugé utile de mettre en place un nouvel instrument afin de renforcer leur coopération judiciaire. La cérémonie s'est déroulée le 2 mai 2024 au cours d'une séance plénière au Centre international de conférence de Bamako. Compte rendu Aminata Traoré et Bakari Koni. Les deux pays attendent de régler par accord distinct et adapter les différents domaines de leur coopération en matière de justice à travers les projets de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-004/TPRM du 27 mars 2024 autorisant la ratification de la Convention sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale. Les projets de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-005/TPRM du 27 mars 2024 autorisant la ratification de la Convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Les projets de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-006/TPRM du 27 mars 2024 autorisant la ratification de la Convention sur l'extradition. Les projets de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-004/TPRM du 27 mars 2024 autorisant la ratification de la Convention sur le transfert des personnes condamnées. La Convention portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, la Convention portant sur l'entraide judiciaire en matière commerciale et civile, la Convention sur l'extradition et la Convention sur le transfert des personnes condamnées. Donc vous avez 4 domaines aujourd'hui qui renforcent, qui remplacent les dispositions en ce qui les concerne la Convention générale portant en matière judiciaire de 1964. Donc aujourd'hui, le Mali, comme je viens de vous dire, a bel et bien besoin de ces instruments juridiques pour faire les relations qui sont aujourd'hui plus que séculaires entre nos deux pays. C'est des ratifications d'ordonnances qui ont été adoptées, bien sûr, précisément en 2022. Selon le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'adoption de ces textes va renforcer la qualité des relations entre le Mali et la Guinée. Par cette convention, les deux États accordent réciproquement à leurs nationaux, sur leur territoire respectif, l'assistance judiciaire la plus large possible et un libre accès à leurs cours et tribunaux. Depuis les premières heures des indépendances, les représentants des deux pays ont signé des conventions dans tous les domaines, notamment en matière de justice. Il y a la Convention générale en matière de justice concernant la Guinée et le Mali, signée le 20 mai 1964, qui devait régir les différents secteurs qui concernent toutes les matières judiciaires, en prévoyant une large coopération entre les deux pays. Alors avec le temps, on s'est rendu compte que cette convention datée de 1964 est devenue obsolète, en ce sens que nous avons des défis nouveaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, tels que le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, notamment le blanchiment des capitaux. Donc il fallait rapidement adapter ces textes aux nouveaux défis actuels et futurs. La mise en œuvre de cette convention, outre la consolidation des relations judiciaires entre les deux pays, contribuera à une bonne distribution de justice. Je vous l'annonçais dans le titre, la maison de la presse de Bamako a servi de cadre pour la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la liberté de la presse, placée sous le thème « Rôle et place de la presse dans la construction de la concorde nationale ». La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment des hommes de médias, des patrons de presse, des étudiants en journalisme et communication. Compte rendu Korotoum Diabaté et Bakari Koni. En effet, cette rencontre entre dans le cadre de la Journée mondiale de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année à travers le monde. Une date
proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Ainsi, cette Semaine nationale de la liberté de la presse, qui est à sa 31e édition, a pour thème national « Rôle et place de la presse dans la construction de la concorde nationale ». Depuis 3 décennies, la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée à travers le monde. Pour cette 31e édition, le thème est « La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme ». Ce thème rappelle l'importance et la nécessité pour les médias de s'engager dans la préservation de l'environnement. En effet, le monde connaît une situation d'urgence environnementale qui menace l'existence des générations actuelles et des générations futures. C'est pourquoi les professionnels des médias risquent leur vie pour tenter d'informer le monde sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie. La célébration du 3 mai est l'occasion de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Consciente de ces faits, l'UNESCO au Mali appuie depuis au moins 2 ans le renforcement des capacités des journalistes sur la thématique des changements climatiques. Ainsi, l'organisation a organisé en 2022 un atelier de formation des journalistes sur la vulgarisation des bonnes pratiques issus des projets Fonds Climat qui sont coordonnés par notre organisation. Comme vous le savez déjà, le renforcement des capacités est au cœur des actions de l'UNESCO et de son mandat. À ce titre, en 2023, le bureau de Bamako, à travers la Maison de la Presse, que je tiens à remercier ici au nom d'Edmond, donc notre bureau a soutenu la tenue d'un panel sur le thème « Comment garantir la liberté de la presse ». Cette année également, notre appui continuera en faveur de la Maison de la Presse pour renforcer les capacités des acteurs de la presse sur l'éducation aux médias et l'information à travers l'organisation d'une table ronde qui vise à offrir un cadre d'échange et de partage entre les médias, les organisations de la société civile et les autorités autour de l'éducation aux médias et à l'information. Dans son allocution, le représentant de la Fondation Hirondelle au Mali a mis un accent particulier sur le rôle et la place des médias avant de souhaiter une belle célébration de la Semaine nationale de la presse. À la Fondation Hirondelle que je représente au Mali, nous avons la conviction que les médias et les journalistes, dans leur mission d'intérêt général, jouent un rôle central dans la riposte à cette dégradation. Informer, éduquer, dialoguer, partager des initiatives et des réseaux de solidarité, échanger des solutions globales et locales. Les médias participent à fournir les clés de compréhension aux populations pour développer les capacités d'adaptation et de résilience de toute la société. Le thème de cette journée de la liberté de la presse est une invitation à développer autant de ressources, sinon davantage, pour promouvoir un journalisme acteur de la préservation de la terre. Convaincu que la presse est la voix de la société, le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique invite les hommes de médias à être des soldats pour la paix et la cohésion sociale, après avoir salué tous les efforts consentis par les journalistes dans le développement du pays. Malgré tout, le chemin reste encore long et parsemé d'embûches, car le combat pour la liberté de la presse est un combat de longue haleine et en perpétuelle mutation, en fonction des évolutions politiques et institutionnelles. Aussi, je me réjouis personnellement de cette reconnaissance faite à la presse par cette commémoration instituée par les Nations Unies. Je salue le courage, l'engagement et la détermination des hommes et des femmes de la presse malienne. Au nom des autorités du pays, en premier lieu, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je salue le travail abattu par l'ensemble des hommes et des femmes de la presse publique et privée et les institutions de régulation. La presse joue un rôle vital dans la surveillance du pouvoir et dans la responsabilisation des décideurs politiques. Mais pour remplir cette fonction de manière efficace, elle doit également maintenir une relation de confiance avec les autorités.
La rencontre a été marquée par la remise de plusieurs trophées et d'attestations de reconnaissance à des journalistes et d'autres personnalités. Pour rappel, plusieurs activités sont au menu de la semaine dédiée à la liberté de la presse qui s'étend du 3 au 9 mai 2024. Actualité autrement, dans le cadre de la célébration du Mauloud Nabawi des sections et sous-sections de la région de Koutchala, l'office du président de la fêtière islamique du Mali, Asseïd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, a quitté la résidence chérifienne de Bankoni Djanguinebougou ce jeudi 2 mai pour la dite localité. À cet effet, il fera escale à plusieurs endroits. Voyons le récit de son trajet avec nos envoyés spéciaux. C'est aux alentours de 11h que Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, accompagné d'une forte délégation, quitte Bamako sous bonne escorte des vigiles Ansar. Le cortège emprunte la route de la ville de l'Or Blanc, mais avant, les voyageurs passeront par la route de Koulikoro, traversant le pont Kayo et le pont Faya pour rallier Zantigila. Après des kilomètres parcourus, nous sommes à l'entrée de la ville de Ségou, où l'espoir de la jeunesse musulmane et ses compagnons feront escale à la résidence chérifienne de la cité des Balanzans pour une pause déjeuner et dire au revoir au président du Haut Conseil islamique du Mali, son éminence Asseïd Chérif Ousmane Madane Aïdara, avant de reprendre le chemin. Il est 16h passé de quelques minutes. Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara et sa délégation sont à Pessoba, où des militants et sympathisants Ansar se trouvaient aux abords de la route sous un soleil plomb pour souhaiter bon voyage et profiter des bénédictions de l'un des petits-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Singé, la tradition sera respectée. Non loin du péage de Koutchala, on y voyait bon nombre de personnes pour accueillir les fils du guide spirituel des Ansar jusqu'au virage de Konsegela. Dès là, la délégation sera escortée par les forces de sécurité de la localité. Nous sommes à Bogoro, où des pratiquants d'arts martiaux attendaient l'hôte des marques avec enthousiasme. Au cours de la route, le cortège du shérif est acclamé par les militants et sympathisants Ansar d'Empelogoso, Ngolonyanaso, dans la commune rurale d'Ntosoni, pour souhaiter la bienvenue au prince de la famille chérifienne. Une cérémonie d'accueil a eu lieu pour souhaiter la bienvenue à l'hôte des marques. C'est finalement vers 20h que la délégation regagne la résidence chérifienne de Koutchala. Voilà. Restons avec le fils du guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, qui lors de la cérémonie d'accueil a procédé à l'inauguration de la résidence chérifienne de Ngolonyanaso, située dans la commune rurale de Ntosoni. Nous vous proposons quelques interventions à l'issue de cette activité au micro de nos envoyés spéciaux. Je suis très content, très heureux d'être ici ce soir dans la sous-section de Ngolonina, qui est une sous-section de la section de Koutchala. Alhamdoulilah, cette sous-section a construit une résidence chérifienne et nous sommes là ce soir pour l'inauguration. À la présence de Asseïd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara. Donc la résidence est composée de 5 chambres, un salon et 2 latrines, qui a coûté plus de 30 millions. Exactement. Donc la résidence vraiment chérifienne est construite par une sous-section. On dit une résidence, c'est construit par les commandeurs à cause des shérifs, mais une résidence que tous les Ansar également peuvent passer des séjours dans la résidence. Et ça vous voyez. Donc maintenant je suis content de cette sous-section et j'implore le bon Dieu qu'il fasse à toutes les sous-sections du Mali construire une résidence chérifienne. Je salue les militants de la sous-section de Ngolonyina car ils ont fourni vraiment beaucoup d'efforts. Ils ont fourni des efforts pour pouvoir vraiment construire cette résidence-là. Alhamdoulilah, donc j'ai pris pour ces militants que Dieu nous donne longue vie
Et longue vie également au shérif, Inch'Allah. Parlons sport. Dans la mouvance des festivités commémoratives de la naissance du Saint-Prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Ségou, une course de chevaux s'est déroulée au champ hippique Madoufi Ndiaye. Deuxième édition du genre, la course hippique a eu lieu le lundi 29 avril 2024 en présence notamment du gouverneur de la région de Ségou, envoyés spéciaux Al-Amidou Badini, Fousseini Keita et Ibrahim Koulibaly. 3 catégories ont pris part à cette course hippique, deuxième du genre dans le cadre des festivités du Maouloud de Nabawi de Ségou. La première catégorie concernait les petits chevaux qui ont couru, eux, une distance de 2000 mètres. Deuxième catégorie, les demi-craques, sur une distance de 2200 mètres. Le cheval Benzema arrive premier, suivi de Alakani deuxième et Djamanatiki troisième. Les 4 premiers ont chacun reçu une enveloppe symbolique pour récompenser leur exploit. Place ensuite au crack, 10 chevaux au départ sur une distance de 2400 mètres. À l'issue de cette dernière course, le cheval Diawando Ansardine numéro 3 se place vainqueur, Delta Force Ansardine numéro 1 occupe la deuxième place et Atlas Auto se place en troisième position. Vous aurez droit à 3 courses, un groupe de petits chevaux, 2 groupes de demi-crack et 3 groupe de crack. En vous souhaitant une belle soirée sportive, je dirais vivement édition 2025. Je vous remercie. Je tiens particulièrement à remercier Chérif Ousmane Madane Haïdara pour cette deuxième édition du Grand Prix en Sardine, la deuxième édition dans le cadre du Maouloud, donc à l'occasion duquel une invitation nous a été lancée et à laquelle nous avons répondu. Je tiens particulièrement à remercier Chérif Ousmane Madane Haïdara ici, toute sa famille ici et à Bamako, tous les membres d'Ansardine au niveau national et international, la section Ansardine de Ségou. Je remercie tous et toutes pour l'invitation qui nous a été faite et nous sommes très heureux d'être en ce lieu aujourd'hui pour célébrer le cheval. Pour célébrer le cheval et les victorieux, on les a connus tout de suite. Donc nous prions Dieu pour que cela se pérennise. Vivement la 3e édition. Merci à Chérif Ousmane Madane Haïdara encore pour son humilité, pour sa modestie, pour sa grandeur d'âme, pour sa grandeur d'esprit. Nous le remercions infiniment. Nous prions Dieu pour que cela se pérennise. Merci beaucoup, merci à tous, merci d'être venus. Cette course hippique a mobilisé plusieurs amoureux du sport équestre. Pour la circonstance, le guide spirituel des Ansar, Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, a reçu un cheval blanc offert par Madoufi Ndiaye, natif de Baroueli, région de Ségou. Vivement la 3e édition. Suivons à présent l'actualité internationale commentée par Moussa Fomba. Le parti islamiste Tewassoul, parti d'opposition en Mauritanie, a annoncé jeudi la candidature de son leader à l'élection présidentielle prévue le 29 juin, une première pour cette formation politique. Hamadi Ould Sid El Mokhtar, président du Rassemblement national pour la réforme et le développement également connu sous l'abréviation Tewassoul, devient le premier candidat officiellement investi par ce parti islamiste depuis sa légalisation en 2007. Premier parti d'opposition au Parlement mauritanien avec 11 députés sur 176, Tewassoul avait soutenu des candidats hors de ses rangs lors des précédentes élections présidentielles. Le grand favori du scrutin de juin est le président élu en 2019, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a annoncé le 24 avril sa candidature pour un deuxième mandat à la tête de ce pays réputé être un pôle de stabilité dans une région en proie à la propagande terroriste. Tewassoul explique dans un communiqué avoir décidé de présenter un candidat au terme d'un long débat qui a conclu à la nécessité d'un changement de la situation déplorable dans laquelle le régime a plongé le pays. Les militaires russes sont situés sur la même base que l'armée américaine au Niger. Des spécialistes russes étaient arrivés au Niger en avril pour former les forces locales à la lutte contre le terrorisme, comme l'a apporté plus tôt un correspondant de cette agence russe d'information. Ils resteront dans la même base à Niamey que les militaires américains jusqu'à ce que les États-Unis retirent leur contingent, selon un représentant de la défense des États-Unis. Auparavant, le département d'État américain avait annoncé l'intention de Washington d'entamer un dialogue avec les autorités nigériennes sur le retrait des troupes de ce pays. Peu de temps après, le Pentagone annonçait qu'une partie du contingent allait se retirer du Tchad.
Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse jeudi, Lloyd Austin a indiqué que le déploiement russe ne posait pas de problème significatif en termes de protection des forces américaines. La base aérienne 101, où sont nos forces, est une base des forces aériennes nigériennes située à côté de l'aéroport international de la capitale. Les Russes sont dans un bâtiment séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à nos équipements, a-t-il dit lors d'une conférence à Hawaï. Interrogé lors d'un point de presse à Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, n'a ni confirmé ni démenti la présence russe dans la base, indiquant simplement que Moscou développait des relations avec les pays africains dans tous les domaines, y compris militaires. Le M23, mouvement rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé jeudi avoir pris le contrôle de Rubaya. La ville située dans le Massissi, dans la province du Nord Kivu, est connue pour ses gisements miniers. Son coltan représenterait 50% de la production du pays selon les autorités congolaises. La cité recèle aussi des gisements de manganèse et autres, des minerais qui passent désormais sous la coupe des rebelles, confirmant la thèse du pillage systématique des richesses congolaises, selon Ernest Singoma, un activiste de la société civile à Goma, la capitale provinciale. Le gouvernement congolais a d'ailleurs interrogé IPOL sur la connaissance qu'aurait l'entreprise technologique de l'existence de minerais de sang introduits en contrebande dans sa chaîne d'approvisionnement. Le président congolais accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion contre l'exploitation des minerais de son pays. Les experts de l'ONU ainsi que le département d'État américain ont également accusé Kigali de soutenir les rebelles. Le Rwanda nie ces accusations. Willy Ngoma, porte-parole militaire du groupe Tutsi M23, a déclaré à Reuters que Rubaya était passé sous le contrôle après des combats contre d'autres groupes armés de la région, notamment les forces de libération du Rwanda, composées de membres de l'ethnie Hutu. Le porte-parole de l'armée congolaise a déclaré à Reuters qu'il n'était pas en mesure de confirmer que les rebelles s'étaient emparés de la ville. Les propos de Macron sur l'envoi des troupes en Ukraine sont très dangereux selon le Kremlin. La France, en la personne du chef de l'État français, continue à évoquer en permanence la possibilité de son engagement direct sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine. C'est une tendance très dangereuse, a indiqué ce 3 mai le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Nous suivons tout cela attentivement et nous continuons notre opération militaire spéciale en Ukraine jusqu'à l'accomplissement de tous les objectifs fixés, a-t-il ajouté. Dans un récent entretien avec des journalistes, le président français a redit que l'envoi des troupes au sol en Ukraine n'était pas exclu. Emmanuel Macron a toutefois émis 2 conditions: que la Russie perce les lignes de front et que Kiev formule la demande d'une intervention extérieure. Puis le porte-parole du Kremlin a aussi qualifié de dangereuse la déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, selon laquelle Kiev a le droit d'utiliser des armes britanniques pour frapper le territoire russe. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée.